Alors maintenant, on va enchaîner sur une séquence un peu particulière. Si on réfléchit, on a parlé à plusieurs reprises là déjà de l'affreux bilan environnemental, écologique qu'on laisse derrière nous, de cette société qui va pas très très bien sur ce plan-là. Et toutes les générations sont concernées bien sûr, mais il y en a une qui est particulièrement concernée, c'est celle à venir, qui n'a pas encore vraiment la parole, et pourtant qui en aurait des choses à dire, et puis surtout à dire très simplement, à formuler très simplement, parce qu'ils utilisent les mots simples, ils utilisent les mots d'enfants, ils posent les bonnes questions, ils ne cherchent pas à être politiquement corrects, ils demandent juste bêtement pourquoi on n'agit pas plus. Et on a pensé qu'il y avait une personne qui serait bien placée pour leur répondre, et donc c'est monsieur Éric Piolle, monsieur le maire de Grenoble, que je vais accueillir avec moi sur scène. Voilà, donc on va te faire poser des petites questions par certains enfants qui ont joué le jeu devant nos caméras et qui vont, voilà, et on va espérer que tu vas leur apporter des réponses encourageantes pour l'espoir, pour l'avenir. La première question est pourquoi on continue à faire de l'huile de palme. J'ai 3 raisons. 1, ça détruit des forêts. 2, ça tue des animaux. Et 3, c'est mauvais pour la santé. Alors oui, l'huile de palme, on en entend beaucoup parler. Il y a même en ce moment des vidéos assez inquiétantes qui circulent. On voit des orang-outans privés de leur forêt et qui ont l'air dans un piteux état. La déforestation est pointée du doigt, mais parallèlement, malgré le boycott général de l'huile de palme, on nous dit que ça pourrait être pire si c'était encore une autre huile. Alors au final, qu'est-ce qu'on en fait de l'huile de palme ? Alors d'abord, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à produire de l'huile de palme ? Eh bien, il y a une réponse qui est finalement toute bête. C'est parce que combien il y a de personnes dans cette salle qui aiment le Nutella ? Eh oui, eh oui. Levez la main. Eh oui, moi je lève la main. J'en mange pas, mais j'adore ça, en vrai. Et finalement, ça nous pose une question qui est centrale. C'est que notre mode de vie aujourd'hui, il produit aussi bien ce qui est bon pour nous que ce qui est mauvais pour nous. Il compte de la même façon ce qui est nocif et ce qui est positif. Et dans le PIB, cet indicateur miraculeux que l'on suit là comme le lait sur le feu depuis des décennies, dans le PIB, pour augmenter le PIB, il vaut mieux que tu sois obèse et malade. Ça fera plus grandir le PIB, plus grossir le PIB, que si tu es dans la sobriété heureuse et frugale dont parle Pierre Rabhi. Et la façon dont on compte les choses, elle se marque de plus en plus. Vous avez vu, et tu as peut-être vu, que depuis quelque temps, on compte maintenant les drogues dans le PIB, parce que ça fait partie finalement de notre environnement. Et c'est peut-être ça, finalement, on avait un président, Nicolas Sarkozy, quand tu étais peut-être même pas né, ou tout juste, qui disait qu'il allait chercher la croissance avec les dents. Et ben, on va chercher la croissance avec les dents, on compte maintenant les drogues dans le PIB. Et plutôt que de s'atteler à un vrai combat sur l'alimentation, ou un vrai combat sur la drogue, comment le Canada va légaliser le cannabis le 17 octobre prochain, nous ferons à Grenoble, nous ferons des ateliers pour préparer une loi là-dessus cet automne pour avancer sur les questions de santé, sur les questions de sécurité publique, sur les questions aussi de pouvoir public, de république, d'image de nos policiers. En fait, il faut se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et à Grenoble, il y a quelques semaines, on a rassemblé plus de 1000 personnes qui venaient de tous les continents du monde pour travailler sur les forums d'indicateurs du bien-être. C'était le Forum international du bien-vivre. Et pendant 4 jours, il y a eu des travaux pour se dire comment finalement on peut se fixer des objectifs qui sont en lien avec ce que nous voulons, une vie digne et pleine de sens. Donc voilà, on a un grand défi aujourd'hui pour compter les bonnes choses. Et si on arrête de compter les choses qui sont nocives, si on arrête de se dire qu'en étant obèse et malade, en fait, on est bon pour le système, on aura franchi un grand pas. Très bien, merci Eric. Je pense que
Je pense qu'on a bien compris avec ta réponse que derrière les modes de consommation, de production, il y avait aussi les modes de consommation qui devaient être revus aussi. Et puis on va passer à notre deuxième question. Est-ce que la pêche électrique, c'est vraiment mauvais pour les espèces en voie de disparition? Et oui, la pêche électrique, qui a été un sujet d'actualité à l'Union européenne dernièrement, avec la mention ouf, heureusement. Mais au final, cette pêche électrique, interdite depuis depuis 1998, et pourtant, hop, ça revient sur le tapis. Et il y a un pays qui a une dérogation, vous le savez, qui en profite, et qui dit que finalement, c'est presque une pêche écologique. Alors, qu'en est-il? Voilà, on est là. Effectivement, l'avancée, c'est de dire que c'est une pêche écologique. L'avancée, c'est que la lutte contre le dérèglement climatique devrait nous faire pêcher à l'électricité, parce que ça serait bon pour le climat. Et finalement, là-dedans, on voit qu'il y a deux courants qui ont été... la différence entre ces deux courants a été pointée notamment par un philosophe de l'écologie politique qui s'appelle André Gorz. C'est entre l'écologie techniciste et l'écologie conviviale. Pour l'écologie techniciste, tout est un merveilleux débat, un merveilleux défi pour la technologie. Ce qui a créé les problèmes que nous vivons aujourd'hui va nous amener la solution et nous pourrons continuer à vivre, à polluer, à consommer, mais grâce à la technologie, tout ira bien. Tout est une opportunité, finalement. L'isolement des personnes âgées, l'isolement des précaires, l'isolement de chacun d'entre nous quand on ne va pas bien, c'est une extraordinaire opportunité pour tous ceux qui développent des applications pour les sites de rencontres. Là, les bouchons, non, on peut élargir les autoroutes, c'est une extraordinaire opportunité pour les voitures à hydrogène. Tout est une opportunité. Quand il y aura du bruit en ville, on aura des boules qui extraordinaires de dernière technologie. Et finalement, en fait, à chaque problème, une start-up, il n'y a plus de problème. Voilà. L'autre option, celle que nous prônons, celle que vous prônez, c'est l'écologie conviviale, c'est-à-dire que l'humanisme, qui est au cœur de la culture européenne depuis des siècles, doit finalement nous pousser à mettre la technologie au service de l'homme, à regarder les vrais défis. Les vrais défis, c'est ceux que nous portons ensemble quand nous regardons les sécurités que nous pouvons amener à chaque être humain en matière de logement, de santé, d'alimentation, de mobilité. C'est regarder comment nous pouvons chérir le vivant, entretenir les ressources, le bien commun que nous avons ensemble, l'eau, l'énergie, les matières premières, les terres agricoles, la biodiversité, et offrir à chacun, être convaincu que chacun a une pierre à amener à l'édifice, offrir à chacun la liberté de contribuer. C'est cela, finalement, l'écologie conviviale, et c'est cela qui nous sortira du marasme dans lequel on est, c'est cela dans lequel on est. C'est cela qui nous fera avancer plutôt qu'une vision techniciste et technologique de la société dans laquelle les startups auraient réponse à tout pour notre futur. Merci Eric. Effectivement, et cette question qui appelle aussi le problème du bien-être animal, puisqu'on vient quand même, on a entendu tout l'an dernier parler des scandales des abattoirs, et voilà que tout d'un coup on serait prêt à aller électrocuter les poissons. Et je rappelle qu'il y a des chefs cuisiniers qui se sont prononcés contre cette pêche qui ne peut que faire du mal aux petits poissons pêchés avec. On lance la question suivante. Pourquoi la maison des ours polaires fondent? Ça veut dire que les icebergs fondent aussi et que bientôt la mer montera jusqu'à Paris. L'effet papillon, effectivement. On se soucie d'abord de la maison de ces pauvres ours qui effectivement aujourd'hui sont en danger, mais au-delà, derrière cette fonte des glaces, derrière la fin du permafrost, derrière la fin du Gulf Stream, qu'est-ce qui se cache vraiment et quelle inquiétude on peut avoir? Oui, tu peux être inquiet. Tu peux être inquiet parce que, effectivement, les enfants qui sont nés dans les années 2000 et après, ils connaîtront un monde sans banquise. La banquise, elle fond d'environ 13% par décennie. Donc, effectivement, les ours polaires, bientôt, ils n'auront plus de maison. Ils ne pourront plus vivre là où ils ont grandi, là où ils ont prospéré, là où ils ont construit leur vie.
Et si nous continuons à polluer et à consommer, si les acteurs publics et privés continuent à polluer et à consommer comme cela, effectivement, la maison des ours polaires va disparaître. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que ton ours polaire, eh ben, il n'a plus de maison, il va devoir partir. Ça va être un déchirement pour lui. Il va partir et puis il va errer comme ça. Il va errer et il va arriver jusqu'à nos plages. Et c'est pas tout. Parce que quand il arrivera jusqu'à nos plages, qu'il voudra arriver là, le président il va lui dire non, 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 toi tu repars là, toi tu repars. Parce que le président, il dit, moi, je veux pas faire le jeu des passeurs d'ours blancs. Les passeurs d'ours blancs, c'est des salauds, donc l'ours blanc, il dégage. Voilà. Et donc, ton ours blanc, il va errer, et puis il va finir par arriver dans des petits trous du filet. Il va arriver jusque dans la ville où tu vis avec tes parents. Et c'est pas tout. Parce que quand il va arriver, tes parents, ils vont vouloir le nourrir, le rencontrer, découvrir comment il vit, ils vont vouloir le mettre au frais. Et là, le président, il va mettre tes parents en prison. Il va dire non, 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 on n'a pas le droit d'aider les ours blancs. Voilà. Ça fait le jeu des passeurs d'ours blancs. Et donc tes parents, ils vont se retrouver en prison. Et là, ça va être dur, très dur. Mais c'est pas tout. En fait, comme tu entends à la télé, comme tu entends à la radio, il y a beaucoup de gens qui aiment les ours blancs. En fait, les ours blancs, ils ont plus d'amis que d'ennemis. Mais ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Et du coup, les ennemis des ours blancs gagnent les élections. Et l'ours blanc, il est effectivement dans la merde. Non seulement il n'a plus de maison chez lui, mais on le ballotte, on le chasse. Et finalement, on continue à faire le jeu des adversaires des ours blancs. Tous les amis des ours blancs, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et j'imagine que ça t'énerve très fort. Et en tout cas, moi, c'est juste insupportable. Ça m'énerve au plus haut point. Voilà. Alors, il y a quand même un chemin. Il y a un chemin. Nous pouvons abolir le délit de solidarité, d'abord, revenir à notre humanisme premier, à la rencontre. Nous pouvons décider ensemble de s'occuper de la banquise. Nous pouvons décider d'accueillir les ours blancs. Et à Grenoble, c'est ce que nous faisons humblement. Nous avons lancé une plateforme citoyenne de solidarité pour les ours blancs, pour tous les exilés. Et il y a des centaines de personnes qui répondent à cet appel parce que oui, il y a une envie de rencontre des ours blancs. Nous avons lancé avec Damien Carême il y a quelques semaines l'association des villes refuges, des villes solidaires. Nous sommes depuis 2015 une ville refuge. Nous avons ouvert nos appartements d'instituteurs pour héberger les exilés. Nous avons créé un village d'insertion pour montrer que c'était possible de le faire dans des conditions dignes. Et si nous faisons tout cela, c'est évidemment par humanisme, c'est aussi par combat politique. C'est par combat politique parce que nous parlons là de la planète, nous parlons de l'environnement. Les écologistes ont parlé longtemps de l'environnement, mais finalement, on a du mal à l'attraper, l'environnement. Les scientifiques, ils savent bien ce que c'est. Moi, je sais un petit peu ce que c'est. Mais finalement, je crois qu'il nous faut, comme Cyril Dion le propose dans son film Demain, il nous faut trouver les histoires, les récits collectifs qui font que nous connectons ce que nous savons avec nos émotions. C'est cela qui nous met en mouvement, c'est cela qui nous donne envie, c'est l'enthousiasme et non pas la peur qui nous met en mouvement. Et donc c'est ce que nous voulons faire ici, c'est ce que nous faisons depuis 2014 et pourquoi nous travaillons tous les jours. Merci Eric. Alors je pose quand même une question vicieuse que n'aurait peut-être pas posée un enfant, mais
Quand on sait que finalement, grâce à la fonte des glaces, il y a des nouvelles routes maritimes qui nous permettent d'aller explorer les 20% de ressources d'hydrocarbures et de gaz naturel que cache l'Arctique, finalement, c'est peut-être une chance, le réchauffement climatique? Voilà, c'est un défi, effectivement. C'est pour chaque crise climatique, une start-up et tout ira bien. Tout est une opportunité dans le monde techniciste dans lequel nous font vivre aujourd'hui les néolibéraux. Allez, nous passons à la question suivante. Est-ce que plus tard je pourrais éclairer ma maison sans polluer la planète? Oui, parce que l'électricité c'est surtout du nucléaire et on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Alors, bah oui, on dit souvent que quand un écologiste arrive au pouvoir, on retourne à la bougie. Il me semble qu'à Grenoble, on a encore l'électricité. Alors finalement, est-ce qu'on peut continuer à vivre dans des modes d'essence sans revenir à la bougie et à l'eau froide et dans une planète qui ne serait pas en souffrance? Alors à Grenoble, bientôt, oui, tu pourras le faire. Parce qu'à Grenoble, nous avons une entreprise locale d'énergie, gaz et électricité de Grenoble, GEG. Et GEG, en fait, vous la connaissez tous. Si vous aimez voir la tour Eiffel briller la nuit, scintiller, là, et ben, en fait, c'est GEG avec de l'énergie renouvelable qui fait scintiller la tour Eiffel tous les soirs. Et nous avons tracé une route pour sortir du fossile et sortir du nucléaire. Depuis l'automne 2015, les transports en commun, le syndicat qui organise les transports en commun, qui est présidé par Yann Mongaburu, que je salue, est sorti complètement du fossile et du nucléaire. Il utilise aujourd'hui pour l'électricité dans les transports en commun une énergie 100% ni fossile ni nucléaire. Quelques mois après le travail précurseur qu'a fait Yann Mongaburu et son équipe, la ville de Grenoble et le Centre communal d'action sociale ont fait de même. Nous utilisons depuis janvier 2016 une énergie qui est ni fossile ni nucléaire. Et nous avons lancé un plan de 120 millions d'euros d'investissement avec GEG pour tripler la part des énergies renouvelables et pour couvrir les besoins de l'ensemble des habitants de Grenoble d'ici 2022 avec une énergie qui sera, une électricité qui sera 100% ni fossile ni nucléaire. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible et cela fait comme l'énergie, comme pour l'eau, ça nous fait un bien commun à partager, un bien commun à entretenir ensemble, dont on peut prendre soin, qui génère des initiatives extraordinaires. Ici, il y a une société coopérative citoyenne qui s'est créée pour équiper le toit des écoles, des bâtiments publics, des bâtiments privés de panneaux photovoltaïques. Et donc tout cela génère une envie autour des biens communs. Le bien commun, comme l'humanisme, c'est un pilier en fait de notre vie collective. Donc nous pouvons faire cela au lieu de suivre le chemin qu'emprunte aujourd'hui Macron. Vous savez qu'on est en train de débattre de la loi sur le mix énergétique. Et au moment de ce débat, Macron a démarré en tant que ministre de l'économie et a continué en tant que président la casse finalement du monde de demain. Il a mis au rencard, on l'a vu, aller simple pour le monde d'hier, ok. Et puis il amène le monde de demain droit dans le mur avec ce dont parlait Soukaina tout à l'heure, un plan social massif à General Electric qui fait de l'hydroélectricité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour l'avenir? Quel travail plus beau on peut faire? Comment on peut venir au boulot avec du sens quand on fait l'hydroélectricité? Et bien tout cela, on le casse. Donc il y a un espace fort pour les énergies renouvelables. Ce n'est pas le chemin que prend le gouvernement qui préfère continuer à s'asseoir sur le nucléaire, continuer à s'asseoir sur l'huile de palme, on l'a vu, continuer à s'asseoir sur finalement tout ce qui fait le monde d'avant. Et nous pouvons créer des sociétés d'énergie renouvelable un peu partout. Nous pouvons sortir à la fois du fossile et du nucléaire. Le message d'espoir qu'il y a dans ta réponse, c'est qu'au final, on n'a pas besoin d'être pour l'instant le grand président, le grand patron de la France. On peut commencer par des initiatives locales. Voilà, une mairie comme Grenoble peut bouger et changer la donne. Oui. On a signé avec Anne Hidalgo il y a quelques semaines une tribune là-dessus parce que c'est bien notre message. Il y a en ce moment une vague de recentralisation massive. On est mis sous tutelle
vraiment. C'est une pression intense et quotidienne, alors que c'est dans les territoires que finalement on regarde plus d'où on vient, d'où on sort, quel était notre pédigré avant, est-ce qu'on est suffisamment pur pour faire telle ou telle chose, et quelles que soient les opinions politiques, on peut travailler ensemble et produire du bien commun qui appartient à tout le monde et qui finalement donne envie de faire des choses concrètes, donne envie non pas d'être en situation de burn-out en regardant l'avenir et en regardant tout ce qui nous attend de pas drôle, mais au contraire en ayant plaisir à changer et à avancer ensemble. Je crois qu'on peut en profiter pour applaudir tous ces maires qui refusent de n'avoir que des logiques électoralistes et qui, comme à Paris, comme à Grenoble, continuent à défendre leurs idées et à montrer qu'on peut changer la donne quand on a les leviers qu'ont un maire ou une maire. On passe à la dernière question, je crois. Si la pollution augmente, est-ce que je pourrais continuer à faire du foot en ville? La santé. La santé. Et à Grenoble, je crois qu'on est concerné. Je crois que les pics de pollution, ça peut arriver, particulièrement en période caniculaire comme aujourd'hui. Alors, est-ce que ça peut être dangereux en effet? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire qu'on continue en effet à promouvoir le sport dans des villes assez saturées en CO2? À Grenoble, effectivement, ce sujet fait partie du débat public et donc c'est un sujet qui fait partie de la vie quotidienne, des enfants. Le cross des écoles a été annulé plusieurs fois pour cause de pics de pollution, donc interdiction du sport pour cause de pics de pollution. C'était même, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont des enfants qui ont passé le brevet. Moi, j'ai 4 enfants, mon 3e passé le brevet jeudi ou vendredi. Le sujet de maths, c'était la comparaison des pics de pollution de la ville de Lyon et de la ville de Grenoble. Donc, on se dit, tiens, il y a espoir, il y a 800 000 enfants, 750 000 enfants qui ont travaillé d'un point de vue mathématique sur cette question et qui ont regardé qu'effectivement, nous subissions des pics de pollution extrêmement forts. Alors, d'abord, effectivement, la pollution tue. On le dit, 40 000 personnes en France chaque année. À Grenoble, on a une équipe d'épidémiologistes qui est dirigée par Rémi Slama, un grand scientifique, et qui, plutôt que de faire toujours du soin, plutôt que de regarder nos maladies comme une opportunité extraordinaire pour une industrie pharmaceutique, comme je le disais tout à l'heure, et ben finalement, il regarde les questions de santé environnementale, il regarde les causes. Et ce qu'il nous dit est simple, il y a une personne qui meurt tous les 3 jours dans la métropole grenobloise du fait de la pollution de l'air. Une personne tous les 3 jours. 7% des nouveaux cas de cancer. Et il nous dit, si vous arrivez à abaisser la pollution de l'air sous les seuils qui sont définis par l'Organisation mondiale de la santé, vous offrirez à chacun de vos concitoyens 3 mois et demi de plus d'espérance de vie. C'est juste magique. C'est ce que nous pouvons faire en matière de santé, nous pouvons faire de plus fort. C'est ce que nous pouvons faire de plus fort également en matière sociale, parce que quand on parle de l'énergie, quand on parle de la santé, en pratique, on parle aussi du reste à vivre des plus précaires, on parle aussi de ceux qui sont les plus exposés aux questions de santé. Donc les questions environnementales qui sont là posées par les enfants, c'est des questions qui en fait toutes sont sociales et environnementales dans le même temps. C'est toutes des questions qui nous interpellent sur notre capacité à vivre dignement et pleinement et à laisser les générations futures pouvoir vivre dignement et pleinement. Alors à Grenoble, là aussi, avec les équipes de Yann Mongaburu, avec les équipes de la métropole de Christophe Ferrari, avec tous les maires de l'agglo, on travaille cette question de la pollution de l'air, ça va même au-delà. Et nous avons pris plusieurs mesures pour améliorer la pollution de l'air. D'abord, nous avons été les premiers à utiliser les vignettes critères, à faire des zones de restriction de circulation et à gérer les tarifs de transport en commun en fonction aussi des niveaux de pollution pour mettre des restrictions et des incitations dans le même mouvement. Nous avons abaissé dans 45 communes des 49 de la métropole la vitesse à 30 km/h. On pourrait se dire que ce n'est pas directement connecté à la pollution, mais en fait, c'est directement connecté à la façon dont nous vivons l'espace public. Est-ce que notre espace public est un espace de circulation et de consommation, ou en ce qu'en fait, c'est un espace apaisé, de rencontre, et donc tout cela fait partie en fait du paysage.
Nous travaillons aussi parce que la pollution vient du transport, notamment la pollution de l'ozone qui peut agir en ce moment. Mais il y a également l'hiver, les particules fines émises par le chauffage. Et donc nous avons lancé il y a 3 ans une prime de conversion pour changer les appareils de chauffage au bois et qu'on puisse avoir des appareils de chauffage qui ne nous tuent plus. Donc voilà, nous agissons dans tous les domaines. Avec toujours un regard particulier, notamment pour les enfants, nous travaillons sur la qualité de l'air intérieur. Parce que dans cette écologie conviviale, eh ben, il faut trouver les points d'équilibre entre ceux, justement, les énergéticiens qui veulent faire des bâtiments hyper optimisés en matière d'énergie, et puis ceux qui regardent aussi les questions de santé environnementale et qui disent attention, la pollution de l'air intérieur, elle est tout aussi importante. Et donc nous avons créé une équipe d'architectes, de scientifiques, de bureaux d'études pour définir un cahier des charges de comment construire des écoles. On en construit 5 à Grenoble. Le travail sur l'éducation est majeur. C'est aussi pour ça qu'on réduit la place de la publicité sur l'espace public, qu'on plante des arbres, 3500 arbres depuis le début du mandat, qui absorbent aussi un peu de poussière en même temps, qui font tomber un peu la chaleur. Nous inventons en fait de nouvelles façons de faire pour trouver l'équilibre entre la qualité énergétique et la pollution de l'air. Donc, oui, tu pourras continuer à faire du sport. Oui, c'est important de jouer avec ses copains. C'est important aussi de pouvoir jouer en bas dans la rue avec ses copains. Et la pollution de l'air n'est pas irrémédiable. Nous pouvons, et tu pourras, particulièrement toi, à ton âge, gagner 3 mois et demi d'espérance de vie quand les mesures que nous avons prises finalement donneront tout leur effet et que nous aurons abaissé les seuils en dessous des seuils de l'OMS. Nous créons aussi, j'espère que nous gagnerons ce combat, la première voie de covoiturage sur autoroute en France. Quand vous avez vu peut-être les bouchons qu'il y a à l'entrée, hein, ce n'est pas un défi uniquement pour les voitures à hydrogène, c'est un défi pour des changements de comportement. Et donc le covoiturage, l'autopartage, c'est un moyen central que nous travaillons tous ensemble. La qualité de l'air, c'est fondamental. Et comme c'est la dernière question, je voudrais juste dire à tous ces enfants que finalement les questions qu'ils posent sont juste épatantes à la fois de fraîcheur, mais aussi de simplicité et de la façon dont ça tombe exactement au bon endroit, sur des questions qui sont à la fois sociales et environnementales, qui posent les défis, là, l'urgence de tout de suite, mais également la question du lendemain. Et cette façon, finalement, d'aborder les questions, de se poser les questions ensemble, c'est la meilleure façon, parfois, pour oublier tout ce que nous avons, tout le sac à dos que nous avons chacun derrière nous, et regarder ensemble, trouver des solutions ensemble pour l'avenir. Donc il y a là, je crois, un formidable espoir, et que cela soit sur la santé ou sur l'alimentation. À Grenoble, on est maintenant à plus de 50% de bio et local dans nos cantines, on a plus d'un repas végétarien par semaine. On cherche ces récits communs qui transforment ce que nous savons en quelque chose que nous pouvons appréhender, que nous pouvons ressentir, qui nous met en mouvement, parce que c'est nos émotions communes qui nous mettent en mouvement. Notre projet politique, il est à la fois, il part d'analyse évidemment, de données, mais à la fin, c'est un grand mouvement enthousiaste qui nous porte et qui nous fait avancer, et qui nous donne l'énergie d'avancer. Merci beaucoup. Merci Eric, merci d'être venu répondre à ces questions, de t'être prêté à cet exercice. Je pense qu'on peut défier le président Macron de venir répondre sans langue de bois à toutes ces questions des jeunes générations, de venir entendre les inquiétudes des enfants d'aujourd'hui et d'être capable comme ça dans les yeux de répondre avec des réponses concrètes et non pas du verbiage comme il sait si bien le faire. Merci encore.